Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, power, haltéro, prépa physique. L'équipe de MVT est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Je suis toujours accompagné de Trésor et Victor. Bonjour, bonjour. Salut Bonjour les gars. Et à toutes. Ça va ou quoi? On a marqué une petite pause à cause des études, mais ça veut pas dire qu'on perd le rythme, hein. On va continuer à produire un maximum de contenu via ce podcast qui nous tient tant à cœur. On vous a encore préparé des chroniques, des jeux, des actus. Je vous propose d'aborder la question en fait de la compétition organisée par la FNSL qui a lieu ce week-end. FNSL premier pas. Ça a lieu à un on-air à la Courneuve. Ouais, c'est ça, le 18 et 19 mars, donc le week-end qui arrive là. Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, vous en tant qu'athlète de streetlifting, parce que c'est vous que ça concerne. Ouais, on en a. Moi personnellement, j'ai bien vu ça sur les réseaux. Ils ont bien fait leur com, ça fait plaisir. Moi personnellement, je l'ai pas vu passer. Ah ouais? Professionnel. Si, ouais, moi je l'ai vu. Franchement, ça a l'air top. C'est quoi déjà? C'est une petite compète pour on va dire, pas les débutants, mais ceux qui commencent le streetlifting un peu, c'est ça qui va se mesurer. En gros, le but c'est de réussir à initier des athlètes en streetlifting, à les accompagner en fait dans leur première compétition. Et le but c'est aussi de faire un premier brassage des potentiels athlètes qui pourraient participer à la compétition nationale qui a lieu en décembre en général. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que depuis la compétition de décembre, où on a eu la participation de Baki et beaucoup d'autres, en fait, mais qui étaient un peu des championnats de France phares et les plus suivis, en fait, qui ont jamais été réalisés, il y a eu un essor de la discipline assez intéressant, puisque quand on regarde, du coup, je vous invite à regarder le dernier post Instagram de la FNSL. Quand on regarde le nombre d'athlètes qui sont qualifiés et les perfs qu'ils affichent, je trouve ça impressionnant de me dire que même chez les femmes, on a beaucoup d'athlètes qui s'intéressent à ça. Ça fait plaisir. Ouais. Donc ça veut dire que la discipline monte et que potentiellement, plus d'athlètes, plus de moyens. Enfin, en tout cas, on espère. Et moi je voulais savoir en fait si vous en tant qu'athlète ça vous intéressait ce genre d'événement. Bah oui, fort. Hein. Comme ça on voit un peu la concu indirectement, tu vois, même malgré qu'on n'ait pas encore fait de compétition, Trésor et moi. Mais moi c'est le genre d'événement, de compétition, tu vois, qui me motive à continuer l'entraînement à fond pour justement aller participer à ce genre d'événement, tu vois. Ouais, t'aimerais bien y participer? Ouais, franchement, j'attends d'avoir un. Même si là, c'est vraiment pour, on va dire, les nouveaux, j'attends quand même d'avoir un meilleur niveau, tu vois, pour commencer à. Et c'est quoi un meilleur niveau pour toi? Un meilleur niveau pour moi, déjà, c'est d'avoir. Tu vois, en vrai, ça va, on a un bon niveau, on va pas se plaindre, mais par exemple. Rapport à la moyenne. Ouais, voilà. Enfin, la moyenne des. Après, j'ai jamais fait vraiment de gros total, tu vois, mais je sais que par exemple, sur les muscle-up et tout, je dois encore bosser avant d'aller en. Ouais, c'est ça. En C'est ça. compète. Toi, t'as découvert la discipline il n'y a pas C'est longtemps. ça. Le muscle-up, t'as pas eu le temps de le taffer encore. Tu Comme l'as pas il mis faut. en priorité. C'est ça. C'est vrai que c'est obligatoire, hein, si vous voulez faire de la compète, vous de votre côté. Quand on débute, il faut se concentrer sur les 4 mouvements. Si vous êtes capable de faire 3 mouvements sur 4, en fait, vous pouvez pas faire de compétition. Donc, Ouais, c'est ça. Hein. l'enjeu, c'est pas tant d'améliorer le squat, les dips ou les tractions, c'est surtout de réussir à faire un muscle-up strict. Parce que pas de muscle-up, pas de total, donc pas de classement, donc Exactement. vraiment pas de compétition. C'est ça. Donc l'an prochain, L'an tu prochain- participes? Ouais, normalement, l'an prochain, ça doit. Bon, l'an prochain, t'auras 10 kilos muscle-up normalement, Ouais, normalement, j'espère. Hein. Au Normalement, moins. ça doit se au faire. moins. Et toi, Trésor? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple pour ceux qui appréhendent déjà de se confronter, on va dire, au haut niveau, parce que c'est vrai que la compétition qui a lieu en décembre, c'était quand même les top athlètes qui participaient, donc ça peut paraître impressionnant. Du coup, je pense que ça peut être un moyen assez ludique et assez rassurant de se confronter à une compétition avec des athlètes qui sont pas forcément au top niveau. Et au final, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu du niveau un peu général. C'est ça. Et ensuite d'adapter en fonction de tout ça. Et donc en vrai, je pense que ouais, c'est intéressant sur ce point-là. Parce que moi, par exemple, je sais que je pourrais être amené à appréhender
une grosse compétition. Enfin, déjà, tout simplement parce que je me considère pas être assez compétent là pour pouvoir y Très accéder. modeste. Non, mais c'est vrai. Très stressé, très stressé. Et voilà, donc en vrai, ça peut être une bonne porte d'entrée, je trouve, dans les Ouais, compétitions de franchement, streetlifting, quoi. Ouais, franchement, c'est le top ce genre d'événement. Ouais. Et puis je pense qu'aussi on va être quand même surpris du niveau qui va y avoir. Hein, je Ouais, pense, bien hein. sûr, bien Je pense sûr. qu'il y a toujours des pépites à chaque fois qui ressortent dans ce genre de compète. Et voilà, on espère que ça va encore faire grandir la discipline. Et puis je pense que c'est important parce que c'est vrai, on en parlait la dernière fois. C'est vrai que lorsqu'on s'entraîne un petit peu dans nos coins un petit peu isolés, on a un peu l'impression que voilà, on a un niveau assez correct par rapport à l'ensemble des adhérents dans les salles, on va dire commerciales. Alors que voilà, des fois, il faut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes en streetlifting qui ont un très bon niveau. C'est vrai. Et c'est important des fois de se confronter à ça et de se dire, ok, bon, il faut retrouver un petit peu d'humilité et de se dire, ok, pardon. Et voilà, d'essayer d'adapter en fonction de ça. Donc je pense que ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, dites-vous bien que si vous avez l'impression d'être le meilleur dans votre salle, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de changer de salle et de se confronter à des gens qui ont un plus gros niveau pour vous booster, pour relancer un peu la motivation, la compétitivité, la rivalité, ou juste s'amuser à aller voir des événements comme ça, hein. Moi, en vrai, je vous invite à faire ça, quelle que soit la discipline. Je sais que la force est un peu plus populaire et puis il y a de plus en plus d'événements. Il y a l'USCOF aussi qui a organisé une compétition. Donc pour rappel, l'USCOF, c'est un club de force athlétique d'Île-de-France qui est très populaire par la hype qu'il y a aux entraînements et aux compétitions. Et eux ont organisé une compétition récemment qui a accueilli énormément de public. Ça fait une bonne pub pour la discipline. Et l'intérêt pour le public aussi, c'est de voir le niveau qu'il y a dans leur discipline et de se rendre compte un petit peu qu'en fait, si tu as l'impression que tu es fort dans ta salle, bah, regarde un peu ailleurs. Il y a sûrement meilleur que toi. Il faut pas se reposer sur ses acquis et avoir l'impression qu'on est super fort. Très bien dit ça. C'est un peu l'inconvénient des salles commerciales, hein. Les salles commerciales, il y a beaucoup de débutants. Bah, c'est ça. Et puis on surtout, sent bien, on se sent confortable, on se sent à l'aise. C'est ça. il y a pas beaucoup de, en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la force aussi en salle commerciale, tu vois. Bah, ça se démocratise, mais c'est vrai Ouais. qu'en général, moi, je suis beaucoup plus confronté à des débutants qui en font Ouais, que à normal. des expérimentés. Du coup, ça rassure, entre guillemets. Donc, mais c'est un peu malsain parce que du coup, tu te rassures et tu te dis, ok, bah, je suis bon, alors qu'au final, quand tu te confrontes au vrai niveau, Ouais. tu te rends compte que bah, y a Tu certaines prends une limites petite à ton claque. niveau. Petite claque, c'est dur. Ouais, et puis en fait, c'est bête, mais ceux qui ont un niveau avancé en force, ils s'éloignent des salles commerciales. C'est peut-être pour ça. Ah ouais. Nous, on doit, C'est pour ça qu'on les voit bouger pas. à force. On doit bouger, C'est ça. on doit changer de salle, trouver du meilleur matériel. Moi, ce que je mets en avant aussi, c'est que le fait de s'entraîner avec deux gens qui font le même sport que toi, ça crée une sorte d'émulation autour de la discipline et c'est plus agréable, hein, de se dire. Enfin, je sais qu'en haltérophilie, ils disent beaucoup ça, mais c'est pareil pour la force et pour le streetlifting. C'est des disciplines individuelles qui se pratiquent collectivement. C'est ça. Si tu as ton partenaire qui s'entraîne en même temps que toi et qui se pousse un peu sur les barres, toi, ça va peut-être te motiver à aller chercher un peu plus, à gratter du RPE. Et c'est super important en fait pour l'entraînement au quotidien. Bien sûr. Donc on va essayer de suivre ça, nous. Ouais, non, ça Je va sais être pas fort, si ce hein. sera rediffusé, la J'espère. FNSL premier pas. Mais ça va être très très intéressant de voir le niveau proposé par nos athlètes français. Ouais. Et nous, on va essayer de raccrocher le niveau le plus vite possible, hein. Voilà, et après, vous nous verrez dans ce genre de compétition. Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, là, le niveau, enfin, au niveau du niveau, là, ça dit quoi sur Oula, les perfs? T'as l'air bien confiant, Trésor. T'as l'air bien confiant. Est-ce Non, qu'on bah, fait un moi, état des lieux? Ben moi, on va dire que récemment, j'ai passé un petit PR au dips. Donc voilà, j'ai passé les dips à 80. C'est ça le dernier PR. Moi, c'est pas un truc de fou, hein, mais pour moi, c'est ça le dernier PR, tu vois. C'est fort. Ça va, ça va. Et aussi, j'ai fait un petit. Moi, ça date, j'ai fait une petite pull-up à 50. Bon, elle est passée vite fait, mais on va dire que ça va, tu vois. Et vous, ça dit quoi? Toi, Trésor, t'en es où? Moi, sur le squat, Toi, t'es un je ne peu, dis rien. déconcentré. Sur Toi, le tu squat, fais trop je de ne dis choses. rien. Parce que sur le squat, on m'a beaucoup critiqué, mais Tu reviens fort, là? attendez. Donc là, je laisserai les réseaux parler. Oula. Mais sinon, sur dernier paire dont je suis le plus fier, on va dire, ça a été la traction à 60 kg parce que c'était un palier vraiment que j'attendais. Bon, elle est pas comme. Enfin, niveau forme, c'est pas la forme que j'aimerais le plus, mais je suis quand même assez fier. Ouais, franchement, bien. Et je dirais aussi, lorsque j'avais fait 6 reps à 77,5 en dips,
J'étais assez fier aussi Voilà, de cette ça, perf. c'est une dinguerie, ça, en vrai. Hein. Et après, développé couché, je ne parle pas non plus. Je ne dirai rien. Voilà, là. Et Il toi dit rien parce que ça rattrape le squat. Ses séries de chauffe au bench, c'est ses séries de travail au squat. C'est pour ça qu'il dit rien. C'est un gamin. Non, toi, moi, Max je me suis reconcentré sur l'haltérophilie, donc j'ai recommencé un peu l'épauler, l'arracher. L'arracher, c'est un peu dur, j'ai perdu mes repères. Faut bien se concentrer en fait sur l'haltéro. C'est pas du tout les mêmes schémas, les mêmes enjeux qu'en force. Ne serait-ce que le poids qui est pas réparti pareil sur les pieds. On est beaucoup plus en déséquilibre, on va chercher la triple extension. Enfin, c'est beaucoup plus technique et j'essaie de retrouver mes repères. Mais j'ai réussi à faire un petit épaulé suspension à 100 kg sans peine. Donc peut-être que j'avais 105 ou 110 ce jour-là. C'est plutôt encourageant parce que 100 kg c'était mon PR avant. Donc ça veut dire que j'ai pris en force et bah, là le but c'est de transférer ça sur la technique. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu serais amené plus tard, peut-être parce que tu fais de l'haltéro, t'as dit? Ouais. Toi, t'aimerais bien faire aussi des compètes d'haltéro ou... Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Enfin, là, Cette année, ça va être compliqué parce que par rapport aux études, les échéances vont arriver à peu près en même temps que la fin de la saison. Donc ce sera plus pour l'an prochain. Mais je m'y prépare, j'y pense déjà et je pense que je vais m'inscrire dans le club d'haltéro de la ville parce que je connais des gens là-bas. Ma copine et ma petite sœur s'y entraînent. Elles sont préparées pour la Coupe de France qui a eu lieu Ah oui, c'est le vrai, week-end passé et c'était ça s'était très bien passé. Donc bénéf. moi, ça m'a donné envie de taffer ça, que ce soit pour l'expérience perso en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach. Hein. C'est super intéressant de voir ça. Et moi, retrouver l'ambiance compétition que j'avais pas eu depuis très très longtemps, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a donné envie de m'entraîner, de me battre un peu. Donc non, l'haltéro, ce sera sérieux. C'est pour l'an prochain. et en quelle Ça va catégorie? péter. Hein. Peu importe, j'avoue que je me prends pas la tête sur ça. De moins en moins, je me dis que je performerai à haut niveau et je vais me concentrer sur d'autres choses. Du coup, je vais pas batailler pour aller chercher les moins de 96. Même si l'objectif, ce serait quand même de coller un petit peu mon poids de corps à ma taille et du coup de prendre un bon 10 kilos de masse musculaire. Mais ouais, non, l'idéal, ce serait de tirer en moins de 96. Ok. Quand même. Donc, il va falloir manger. Il va falloir bien manger. Hein. Ouais, parce que c'est dur. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Si un jour j'arrive à prendre de la masse très fort, je vous partagerai les choses qui m'auront aidé. Parce que moi, faut vraiment que je graille à balle tout le temps pour prendre un peu de poids. C'est même pas pour prendre du poids en fait, c'est con, mais c'est juste pour pas perdre du poids. Donc c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Bah les gars, merci pour cette petite actu, pour ces petites réflexions. On espère que Merci à toi, hein. ça va vous donner envie de vous tourner vers la compétition, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que juste spectateur. C'est un divertissement comme un autre et si vous pratiquez la discipline, ce sera super intéressant pour vous. C'est ça, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le Insta de la fédération de la FNSL. FNSL sur Instagram. Et maintenant, je vous propose de passer à la première chronique du jour. Qu'est-ce qui se lance, les gars? Allez, bah moi je suis chaud. Hein. Victor, il est toujours chaud, c'est toujours lui qui commence. Petite chronique du jour. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Victor? Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de la musique et des performances sportives. Est-ce que la musique, ça a un impact sur nos performances sportives? Voilà. Donc on sait que la musique et les performances sportives sont deux domaines différents, mais qui sont à la fois étroitement liés. En effet, on sait que la musique, ça a un impact sur les performances sportives. Comme par exemple, on sait que ça stimule l'énergie et la motivation des athlètes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, sûrement si c'est obligé, mais quand vous allez faire un entraînement, vous êtes un petit peu fatigué, tout ça, et vous mettez généralement une bonne musique qui va vous motiver à aller faire votre entraînement et de là pour tout arracher. Je ne sais pas si ça c'est normal, ça on est d'accord. Ouais, moi j'écoute des podcasts. Ah ouais? Après oui, voilà, chacun a son... De plus en plus j'écoute des podcasts, même pendant l'entraînement. Ça t'aide à te concentrer, toi? Bah avant j'écoutais de la musique, mais je tournais toujours sur les mêmes. Mais sinon ouais, la musique ça m'aidait beaucoup. Déjà à me mettre dans ma bulle, que ce soit en allant à la salle ou pendant l'échauffement. Ouais. Et après pour me transcender pendant les séries. Ouais, voilà, aller chercher des reps en plus. J'allais dire, on sait que la musique, ça aide à réduire la fatigue pendant l'exercice. Genre on fait pas attention. La fatigue perçue. Ouais, voilà, la fatigue perçue, pardon. Ça augmente la capacité d'endurance, tout ça, et aussi de coordination.
Moi, par exemple, je sais que quand je fais. Bon, c'est un petit exemple, hein. Quand je fais mes muscle-up, et ben, je mets à chaque fois une musique, on va dire, avec, je sais pas. 120 BPM. Bah, je sais pas, parce que je m'y connais pas, tu vois, en tout ce qui est rythme de musique et tout, mais je mets à Je chaque crois fois que une t'avais fait musique de la musique un peu. assez rythmée. Et, et, ça, et ça me met dans un mood. Ça me met dans une ambiance, je sais pas comment dire, ça me cale sur mes muscle-up et Ouais, franchement, je vois ce que tu veux dire. ça fait bien le Ouais. taf. Franchement, c'est des petits repères en fait. Tu mets quoi comme musique pour faire des muscle-up? Alors, je vais te dire ça, j'en ai plusieurs. J'ai pas une playlist muscle-up, faut pas abuser non plus. tu Non, vois. non, je me doute. Mais moi, je me c'est doute. vraiment. Non, mais moi, j'ai des musiques que j'aime bien mettre pour les PR quand même, Ouais. que je garde exclusivement pour ça. Ah ouais, carrément. Ouais, parce Ouais. qu'il y a une motivation, il y a un sentiment en fait qui se dégage de ces musiques-là. Ça dépend beaucoup aussi de l'endroit où j'ai découvert ces musiques-là. Ah ouais, Si ouais, c'est ok. un truc, une vidéo motivation TikTok ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, le but c'est que ça me fasse penser un petit peu à la performance et que ce soit pas juste une musique que je kiffe. Parce que je sais que Trésor il aime bien écouter du rap, mais du rap vas-y que moi j'écoute juste pour le fun, tu vois. Et ça, moi je peux pas. Ok. Ok, bah, Non, moi, sympa j'adore. pour les goûts de trésor. Non, mais c'est moi, c'est moi. Non, bah, ouais, bah après, chacun son truc. Moi, je sais que par Ouais, ouais. exemple, c'est surtout. Moi, je suis un peu comme Trésor, je pense, sur ça, tout ce qui est rap français, rap américain, tu vois, où vraiment ça. Enfin, j'aime bien quand ça va vite, quand ça kick, tu vois. Ouais, moi aussi. Quand il y a des gros trucs derrière et tout, je sais pas, ça me motive trop. Et voilà, hein. Donc, voilà. Donc, de plus en plus de nombreux athlètes utilisent la musique donc, comme un outil de motivation. Donc, comme on l'a dit avant un match donc, ou une compétition, pour se mettre, comme tu l'as dit, Maxime, dans un état d'esprit approprié, tu vois, pour vraiment être focus. Euh, et aussi, on sait que la musique, ça peut aider les athlètes à justement bloquer les distractions, on va dire, extérieures. Genre, par exemple, je sais pas, donc on va reprendre l'exemple de l'entraînement. Vous avez vécu des trucs dans votre semaine qui vous font, on va dire, qui vous ont un peu énervé. Ben, vous dites, ben, je vais aller à l'entraînement. J'ai encore ces pensées-là dans ma tête. Vous allez mettre une musique, ça va, je sais pas, ça va vous libérer et vous allez plus penser à autre chose à part Ouais. votre entraînement et vous faire du bien, en fait, tu vois. Même par rapport à l'environnement, parfois, ça peut, C'est ça, quand, ça peut te déconcentrer quand on énormément. reprend l'exemple des compétitions où tu sais, avec Ouais. le public, C'est ça. moi, tu vois, par rapport à mon expérience, tu vois, que j'ai déjà eu en compétition avec l'escrime, tout ça, je sais que la musique, ça m'aidait beaucoup pour me focus avant juste Ouais. un match. Et comme on a dit, éviter tout ce qui est, enfin, les distractions extérieures, quoi. Ok. Donc, en résumé, on peut dire que la musique, du coup, et les performances sportives, elles peuvent être liées de différentes manières. Euh, donc, on sait que la musique, ça aide les performances sportives, ça augmente la motivation et la concentration des athlètes. Et aussi, je voulais vous demander par rapport à certaines disciplines, comme par exemple en gymnastique artistique ou en patinage, tout ça, vous voyez ou pas? Ça, c'est des sports où Ah on ouais, je fais utilise... pas ça, mais je vois ce que c'est. Non, mais ça, c'est des sports, vous voyez, on utilise de la musique. On est Oui. d'accord? Ils font des... Le bodybuilding aussi, on utilise la musique. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a de la musique qui Il y a passe... des sessions de posing où ils font une chorégraphie en rythme avec la musique. Ok. Ça, tu vois, je savais pas, je m'étais pas renseigné sur ça. Et ben, donc, est-ce que vous trouvez ça, vous, normal que dans, par exemple, ces disciplines-là, on peut avoir de la musique, vous voyez, et que dans certains sports, les compétiteurs, ils n'ont pas le droit d'avoir de la musique durant leur compétition, durant leur performance. C'est parce que je pense qu'il y a aussi c'est beaucoup relié à la chorégraphie. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est surtout Ouais, c'est ça. parce que du coup, la Mais- musique, elle est nécessaire à Ouais, la chorégraphie. c'est ça. Elle est nécessaire du coup à la discipline, alors que dans certains sports, C'est parce que toi, tu voudrais pouvoir écouter de la musique pendant quel sport? Bah, par exemple, imagine, tu fais. Tu vois, par Un exemple. foot. Non, ben, tu vois, je me suis toujours demandé. Tu vois, les mecs qui font tu sais, de la Formule 1 et tout. Bah, après, c'est un truc de fou que je vais dire, mais Formule 1, moto et tout, tu vois, ils ont leur casque. Bon, ils sont Ouais, obligés mais d'avoir rends-toi des compte. infos radio, tu vois, Ouais. de leurs équipes et tout. Mais je me dis, imagine, t'es là, tu mets ta musique, genre, t'es tout concentré. Et tu vois, est-ce que Ouais, ça. mais justement, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien un peu nuancer ton Vas-y, propos, ton vas-y. rapport à la musique. C'est que c'est effectivement super intéressant pour certaines disciplines pour se concentrer, pour entrer dans sa bulle, etc. Mais les athlètes de très très haut niveau, ils apprennent à composer avec leur environnement, à faire sans musique si jamais ils n'ont pas le droit. Et ils apprennent à se concentrer quand il n'y a pas de musique.
C'est C'est-à-dire ça. qu'un pilote de F1, comme tu disais, si tu lui mets de la musique, je Ça va le pense que déconcentrer. justement ça peut le déconcentrer, sauf s'il s'entraîne toute sa vie avec. Mais le but en F1, c'est d'entendre ce qui se passe autour, c'est d'entendre ce qui se passe dans le casque de ce qu'on lui Ouais, dit. les infos radio, tout ça. Ouais, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Après, tu as des sports où techniquement la musique c'est impossible. Je pense à la natation. Là, la natation, peut-être ça les aiderait, ça les transcenderait, mais musique impossible. Et puis moi, je pense qu'il y a un aspect aussi sécurité. C'est que niveau foot, tous les sports co, etc., si tu leur mets des écouteurs, machin, bah, ça n'a plus aucun sens en fait. Non, Les foot, sports c'est co, faut impossible. qu'ils puissent, faut qu'ils puissent communiquer. s'entendre entre eux. Ouais. Et puis même, faut pas qu'ils aient des trucs accrochés aux oreilles, etc. Enfin, je pense que Ouais, ce serait normal, trop compliqué normal. à mettre en place. Donc non, la musique, c'est intéressant pour se concentrer, pour l'avant-match, pour l'avant-compétition. Mais pendant, Ça va rien. il faut pas utiliser ça. Donc c'est pour ça qu'on va généralement aussi s'entraîner sans musique, justement pour les jours des compétitions, tout ça, ne pas être perturbé, on va dire, par le fait justement de plus Ouais. avoir sa musique et de se concentrer. Ouais, c'est pas très populaire non plus, parce que quand on regarde des mecs dans les disciplines de force s'entraîner, souvent ils ont des écouteurs. Ouais, voilà. Mais tu vois, par exemple, imagine dans les compètes de force ou de street, etc. Tu vois, juste avant d'entrer, ils ont leurs écouteurs, nanani, nanana, t'es d'accord? Mm. Mais en vrai, ça gênerait pas qu'ils aient leur. Enfin, personnellement, ça gênerait pas qu'ils. L'arbitre, il donne des ordres. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc je j'avoue. pense que ça gênerait. Ok. Ils donnent pas de signal. Enfin, il n'y a pas de. Un petit truc. signal visuel. Ouais, voilà. Chef, Non, j'ai non, mes il faut écouteurs. il faut pouvoir entendre l'arbitre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, moi, je sais pas si ça me plairait en fait de voir un gars se donner en compète avec un casque sur les oreilles. Ouais, non, ouais. J'aurais l'impression qu'il est dans sa bulle et qu'il en a rien à foutre du public, qu'il communique Ah, pas dans tous les vraiment cas, avec la ouais. scène, alors que Après, le dans principe du sport aussi, c'est que la performance, elle est faite pour le public, quoi. Ça a toujours été pour ça, le sport. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, ouais. Parce que je me dis, bon, s'il a un casque ou pas, là, le muscle-up, il le passe quand même, tu vois, et tu le vois, et ça change rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais il n'y a pas le même rapport à regarder un mec qui fait un muscle-up qui entend les cris du public Ouais, qu'un ouais. gars qui est dans sa bulle et qui en a rien à faire de l'interaction avec le Ok, public ok. ou les arbitres, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ça me plairait pas autant en tout cas. Ok, ok. Intéressant, hein. Et donc, bah, du coup, dernière question. Est-ce que la musique, pour vous, est considérée comme, j'allais dire, du dopage? On sait que le dopage dans le sport, c'est tout ce qui est l'utilisation de substances, tu vois, qui vont justement aider à la performance sportive. Et donc, d'après vous, est-ce que pour vous, la musique, c'est considéré comme une sorte de petit dopage, un petit plus pour aller gratter des perfs, des records, Non, je dirais juste que c'est un moyen enfin, que certains utilisent pour pouvoir se transcender, comme tu disais, se concentrer. Ouais. Mais de là à dire que c'est du dopage, Ouais, ça c'est un gros terme. ça peut jouer dans certaines situations, notamment dans les sports d'endurance. Je sais que c'est interdit, Ouais, ouais, ouais. dans tout ce qui est marathon, etc. Donc oui, c'est vrai qu'à un certain moment de la compétition, ça peut avantager, mais de là à dire que ça va considérablement augmenter les performances et du coup déséquilibrer un petit peu le niveau entre les athlètes, je sais pas, je dirais pas ça, non, je dirais pas que c'est du dopage, c'est juste un moyen, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que par exemple, on a à la salle, on fait un PR avec de la musique, ce serait pas comment dire, Je te jure, je suis sûr que ça change. ouais, non, ça change bien sûr, mais est-ce que tu penses que ce PR, t'arriverais pas à le passer sans musique? Ouais, je vois ce que tu Tu vois veux ce que dire. je veux dire? Ouais, Non. non, je comprends, je C'est comprends. juste un moyen de te mettre un petit peu en situation pour pouvoir le passer dans les meilleures conditions, mais je pense pas que ton père t'arriverait pas à le passer sans musique. Du coup, c'est un moyen d'aide. contextualisé, mais c'est un moyen, c'est pas du dopage, non. Ok, ok. Toi, Max, t'en penses quoi? Ouais, je pense pas non, je pense pas qu'on puisse parler de dopage Non. pour la musique. C'est quelque chose qui modifie l'environnement extérieur, Ouais. mais qui modifie pas de manière comment dire exogène ta physiologie en fait. Du coup, ce serait comme dire je sais pas, j'ai pas d'exemple assez pertinent, mais est-ce que retirer le public ou mettre à l'inverse un public qui gueule sur tes perfs, c'est du dopage? Bah non, c'est stupide de dire ça.
Ça veut dire que suivant le public, vu que les peurs sont différentes selon la motivation que les gens te donnent, Ouais. tu vas considérer que c'est triché. Alors imagine, t'as un gars qui a beaucoup de gens qui sont venus l'encourager, ils sont tous là à lui gueuler dessus, il passe sa barre, et t'as des mecs qui sont venus tout seuls, ils vont dire bah non, il triche, il y a plein de mecs qui l'encouragent, moi pas. Ouais, non, Non, mais je tu vois, sais c'est pas le, ça c'est- comme ça. Ouais, c'est le non, même, c'est le même fonctionnement, tu vois. C'est quelque chose d'extérieur que tout le monde peut apporter, qui n'a pas de conséquences sur la santé, parce que le dopage, c'est aussi ça, c'est préserver l'intégrité de la discipline, mais aussi préserver un minimum la santé des athlètes. Ouais. Du coup, non, on peut pas du tout parler de dopage pour la musique, même si c'est effectivement une aide très intéressante, mais que je considère seulement pour l'entraînement et d'un point de vue concentration. Après, moi, j'aimerais bien me former sur ça, et je suis convaincu qu'un bon préparateur mental fait office de meilleur dopage, comme tu dis, que la musique. Ok. C'est-à-dire que si ton coach est formé sur la préparation mentale et les méthodes de développement de l'attention, il sera capable de t'apporter les mêmes effets que ta musique préférée pour te concentrer avant une compétition. Ou alors ça Ok. peut être complémentaire. Hein. Ouais. Simplement avoir de la préparation mentale et en même temps de toujours garder quand même ce contexte assez spécifique au niveau de la musique pour pouvoir essayer de réaliser la compétition dans les meilleures conditions. Donc, je pense que maintenant les deux, on voit même dans les sports de combat, les deux sont intimement liés. Hein. Il y a un préparateur mental et avant d'arriver Ouais, dans le mais ring par exemple, il y a tous les toujours sports, une il y en a. musique. Ouais, bien sûr, tous les sports. Donc, je pense que Ok. c'est complémentaire. Intéressant, les mecs. Bon, merci. Hein. Merci à toi. Hein. Merci Merci beaucoup à pour ces petites réflexions sur la musique. Voilà. Très intéressant. J'aurais bien aimé que tu nous balances le son que tu écoutes pour faire tes muscle-up, mais bon. Bah, la prochaine C'était fois. le petit rythme. Genre, Je vous le mettrai en story Insta. c'est de la d'ailleurs, tropical n'hésitez pas. house. Je vous le mettrai en story Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter sur les réseaux MVT Bah oui. Gram toujours. MC Gram et DRKS Lifting. Voilà, Des DRKS, caresses. lifting. N'hésitez pas et à aussi follow les autres, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça. fait On ça a en des bien. comptes spécialement faits pour partager notre sport. C'est ça. Les gars, c'est au tour de Trésor. Trésor de nous faire sa petite chronique. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Hein. Bonjour, la fameuse intro. Toujours, c'est important. Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu des variations, donc les variations de mouvement, donc notamment à l'entraînement. Donc c'est vrai que c'est pas mal utilisé, mais je trouve que c'est pas énormément partagé. Donc j'aimerais bien apporter un petit peu d'explication par rapport à tout cela, et c'est d'apporter un petit peu aussi une vision un peu globale et générale à partir donc des ouvrages que j'ai pu lire ou même des podcasts que j'ai pu écouter. Donc là vraiment on va essayer de commencer donc avec un principe qui est clé dans l'entraînement et qui est fondamental, hein, que vous connaissez, donc c'est le principe de spécificité. Donc tout simplement on l'a déjà évoqué, c'est du coup donc les os, les tissus mous s'adaptent spécifiquement à la demande imposée, donc à la contrainte appliquée. Donc cela veut dire que ça explique beaucoup de choses, par exemple notamment certains athlètes de haut niveau qui prônent, on va dire, l'hyperspécificité, c'est-à-dire vraiment essayer de pratiquer les mouvements de compétition un maximum de fois. C'est Victor, il fait des Ouais, snaps. c'est moi, excuse-moi. D'accord. Excusez-moi. Du coup, non, aucun problème. Donc c'est un peu relié à ça. Ça veut dire que plus on va, ils espèrent à partir de ça, plus on va pratiquer un mouvement, plus on va s'adapter spécifiquement à cette demande. Mais il y a des risques, par exemple, d'hyperspécificité et qui peut être problématique, notamment chez les débutants. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui vont commencer ou qui vont débuter dans ces disciplines de force et qui vont vraiment essayer de se concentrer un maximum sur les mouvements de compétition, ce qui est compréhensible puisqu'ils ont envie vraiment d'essayer de comprendre un maximum de choses au niveau technique, et ils ont aussi envie donc d'évoluer au niveau de l'intensité et donc des charges maximales. Mais c'est vrai que parfois ils peuvent essayer de négliger certains paramètres comme la capacité de travail ou comme vraiment ce qui peut vraiment maximiser le potentiel de force, donc tout ce qui va toucher à la prise de masse musculaire, même si c'est important de voir ça sur un continuum. Ça veut dire qu'il faut arrêter aussi de dissocier force maximale et prise de masse musculaire, puisque les deux sont intimement liés. Mais du coup c'est vrai qu'il y a ces points-là qui sont fortement négligés.
Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, donc revenir sur une certaine notion, c'est que déjà, donc cette force, c'est la résultante, donc c'est vraiment, elle émerge du résultat donc de l'association entre les éléments biologiques. Donc on en avait déjà parlé, donc notamment de la captation de la tension mécanique et ensuite de la synthèse protéique. Donc ça, c'est l'adaptation au niveau biologique, et aussi des mécanismes neurologiques. Donc ça, on en avait parlé. Par exemple, le recrutement plus important de fibres musculaires. Donc c'est un peu décrit scientifiquement, donc en coordination intramusculaire, ou sinon une meilleure synergie, donc co-contraction au niveau des groupes musculaires pour la réalisation d'un mouvement, donc pour une plus grande efficience. Et donc ça, c'est vraiment décrit en termes de coordination intermusculaire. Donc ça va être important, donc essayer d'amener donc un maximum de fréquence, et donc ça va être vraiment essayer de pratiquer au cours du temps, donc vraiment une adaptation spécifique, donc avec des signaux spécifiques pour essayer d'avoir cette adaptation spécifique. Et donc c'est pour ça que en général on essaie de privilégier donc les mouvements de compétition. Mais c'est vrai que y a parfois en fonction de certaines problématiques, il peut y avoir donc des difficultés à partir donc de partage de cues ou donc de points techniques par rapport au mouvement de compétition, et ça peut être compliqué d'améliorer ce mouvement de compétition. Donc ça peut être intéressant parfois d'apporter certaines variations de mouvements, donc soit qui vont se rapprocher du mouvement de compétition, soit qui vont s'en éloigner, mais qui peuvent à terme apporter un certain transfert intéressant sur le mouvement. Donc là, je vais essayer d'apporter deux points de vue que je trouvais assez intéressants. Donc le premier, c'était notamment par Florent Blanc, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un coach en force athlétique, et qui avait donc définir un petit peu sa manière de voir les choses au niveau des variations, et lui classait ça de différentes manières. Donc il commençait notamment avec les variations donc qu'il appelait donc travail assistance ou travail accessoire primaire. Donc ça, le travail accessoire primaire, pour lui, c'était vraiment des mouvements qui sont très spécifiques. Donc ça va être vraiment donc qui lui juge spécifique. Donc ça va être des mouvements, par exemple vous avez vos dips ou votre développé couché, vous allez faire par exemple du tempo ou des pauses. Donc lui, c'est vraiment le travail accessoire primaire. Ensuite il y avait le travail accessoire donc secondaire. Là, ça va être un petit peu moins spécifique pour lui, donc ça veut dire que ça va être par exemple un développé couché avec une prise un peu plus resserrée ou un peu plus écartée, ou ça va être une variation d'amplitude, donc soit moins d'amplitude ou soit un peu plus d'amplitude sur votre développé couché ou même sur les dips. Et ensuite, il y avait le travail accessoire donc tertiaire. Donc pour lui, c'était vraiment tout ce qui touchait un petit peu entre guillemets au renforcement général, donc pour augmenter la capacité de travail, donc essayer vraiment de renforcer les groupes musculaires qui sont engagés lors des mouvements de compétition. Et donc c'est vrai que lui rappelait donc un petit peu l'utilité donc des variations, et donc notamment il avait la première utilité, donc c'était vraiment essayer d'amener une correction technique qui n'était plus possible à partir de cues techniques spécifiques au mouvement de compétition. Donc c'était vraiment essayer de contourner un petit peu le mouvement pour espérer un transfert. Ensuite, il y avait la deuxième utilité, et ça c'est une utilité donc, que je peux en parler parce que c'est vrai que par expérience là j'ai eu un petit problème donc cet été, puisque j'essayais, donc je pense que je l'avais déjà partagé, donc j'essayais de travailler donc la traction à un bras. Et c'est vrai que j'ai eu une petite gêne depuis, donc au niveau des pectoraux, et c'est vrai que j'ai dû adapter, puisque pour éviter la désadaptation, j'ai voulu vraiment essayer de continuer à pratiquer donc les mouvements de compétition. Et du coup, par exemple, sur mon développé couché, j'ai essayé donc de modifier un petit peu l'écartement des mains. Et c'est vrai que par rapport à cela, ça m'a quand même garanti une sorte de progression un petit peu plus complète, puisque sinon dans le cas contraire je n'aurais pas pu continuer à pratiquer le mouvement, puisque j'avais donc de trop grosses douleurs. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, une variation, ça peut être aussi intéressant pour essayer de continuer à pratiquer un mouvement qui peut être douloureux, et c'est juste de modifier donc le grip, donc le positionnement des mains, ou même la position tout au long du mouvement. Et ensuite il y avait un dernier point qu'il évoquait que je trouve intéressant, puisqu'on le rappelle souvent, c'est vraiment la base de la pyramide, donc de Eric Helms au niveau de la performance. Donc c'est vraiment essayer d'augmenter l'adhérence de la tête, puisque c'est vrai que il faut le rappeler que c'est quand même des disciplines qui sont assez monotones. C'est vrai qu'on répète énormément donc des mouvements, et parfois ça peut amener un petit peu à une sorte de lassitude, et c'est vrai que c'est compliqué dans ce contexte-là. Donc ça peut être intéressant d'augmenter l'adhérence de la tête pour qu'il ait, par exemple, on va dire quelque chose de plus ludique dans son entraînement.
Et en fait, des fois, ça peut être intéressant. Par exemple, on va évoquer aussi les notions donc, d'intensité absolue et d'intensité relative. Par exemple, parfois, pour essayer d'augmenter donc, le stress induit, donc ça va être vraiment le stress sur les structures, donc les tissus mous, les structures voilà, physiologiques, axiales, etc. Donc à ce niveau-là, pour augmenter ce stress-là, ce qui peut être intéressant, c'est parfois de pas forcément jouer sur les paramètres donc d'intensité ou de volume, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même la base de la progression, de la surcharge progressive, mais ça peut être parfois compliqué puisque vous le savez très bien, donc la progression n'est jamais jamais constamment linéaire, donc il peut y avoir des fois des phases où ça va être un petit peu plus compliqué ou des phases de stagnation, et parfois c'est vrai que par rapport à la capacité de travail de l'athlète, ça peut être intéressant. Donc, par exemple, on va prendre trois lifts. Donc, on va prendre l'exemple avec des dips, par exemple. Donc, vous prenez des dips, on va prendre de 3 x 5 à 70%, donc de la répétition maximale. On met par exemple un RPE, donc l'indice d'effort perçu donc à 6. Donc, ça, c'est sur le compétition dips. Ensuite, on peut mettre un tempo dips qui va être un RPE un petit peu plus élevé, donc à 7 ou 8, donc le même pourcentage et le même nombre de répétitions. Et admettons, si par exemple on voulait faire progresser donc, ce mouvement de compétition, on peut remettre le compétition le dips et donc augmenter admettons donc l'intensité, donc le mettre par exemple à 75% de la répétition maximale, tout en gardant le même nombre de reps. Donc si on prend ces exemples-là, sur l'intensité absolue, donc ça va être vraiment l'intensité, donc le pourcentage de répétition maximale fois le nombre de répétitions. Donc si on regarde l'intensité absolue sera, on va dire, similaire dans les deux cas, donc sur le compétition dips et sur le tempo dips, mais sur la surcharge progressive, elle sera beaucoup plus importante, alors que l'intensité relative, par exemple, si on prend sur le tempo, sera plus importante, puisque l'intensité relative, pour rappel, c'est le RPE, donc le chiffre du RPE fois le nombre de répétitions. Donc dans les deux exemples, au final, on a gardé la même intensité absolue, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément joué sur ce levier-là, et qui peut parfois être compliqué si on n'a pas forcément cette progression linéaire, mais on a réussi à augmenter quand même un stress et amener un stress assez différent, donc ça peut aussi redéclencher une certaine adaptation. Donc ça, c'était pour expliquer un petit peu le point de vue de Florent Blanc. Maintenant, je vais essayer d'évoquer aussi le point de vue d'un coach que j'aime beaucoup qui s'appelle André Nikaya, qui coach aussi en force athlétique, et donc je trouvais ça intéressant. Donc en gros, lui, avec sa team, il classait un petit peu les variations de différentes manières, donc c'était un peu similaire, mais il y a quand même des différences. Donc en gros, il commence avec les variations de position. Donc ça va vraiment toucher tout ce qui est, donc on en a déjà parlé auparavant, donc ça va être vraiment la modification donc, du grip. Par exemple, sur un développé couché, vous allez resserrer, donc vous allez faire un close grip, vous allez resserrer vos mains, vous allez écarter un petit peu plus. Au squat, vous allez changer du high bar au low bar. Et donc ça, c'est des variations qui sont assez spécifiques. Il y a juste une certaine variation, et il trouvait ça intéressant chez les débutants pour essayer d'augmenter la capacité de travail, et en même temps, pourquoi pas jouer sur le levier hypertrophie, donc vraiment dans un but de prise de masse musculaire corrélée à la prise de force maximale. Donc dans ce contexte-là, ça pouvait être intéressant, et même encore une fois pour l'adhérence. Ensuite, il y avait les variations donc limitantes ou auto-limitantes. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui touche, par exemple, le tempo. Ça va être par exemple les pauses, si on fait des dips, donc sur la fin d'amplitude on reste 2 secondes en bas, ou même sur un développé couché, ou même sur le squat. Il va y avoir aussi les variations avec les élastiques, mais les élastiques en résistance, aussi avec les chaînes par exemple. Donc là ça va être pour lui des variations qui sont un petit peu moins spécifiques. Et en termes de rendement énergétique, donc le rendement énergétique, ça va être l'énergie dépensée pour la réalisation d'un mouvement donné. Et donc pour le rendement énergétique, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va demander beaucoup d'énergie, et ça peut impacter la capacité de travail pour lui, par exemple notamment d'un débutant qui n'a pas une grande capacité de travail, et donc ça pourrait impacter aussi sa fréquence de travail, qui est un des facteurs les plus importants donc, dans la progression, donc dans la force maximale. Donc ces variations, lui, il les utilise pas forcément fréquemment. Il va les utiliser donc peut-être un bloc ou même la moitié d'un bloc. Il va essayer de les évacuer assez rapidement.
Et ensuite, donc les troisièmes variations, ça va être les variations facilitantes. Donc là, ça va être par exemple, on va essayer de diminuer l'amplitude. Donc par exemple, vous passez d'un un low bar squat en amplitude complète à un demi-squat, ou vous pouvez avoir un développé couché. Donc ça va être un pin press, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va être, comment expliquer ça? Donc vous avez un moins d'amplitude, vous allez peut-être mettre un bloc ou même les barres et vous allez poser, vous allez repartir. Donc vous avez beaucoup moins d'amplitude que sur le bench de compétition. Vous pouvez avoir aussi donc l'élastique mais en assistance. Donc là, parfois, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont du mal, on va dire, à, à, à apporter voilà, une bonne synergie en fin d'amplitude. Donc c'est vrai que ça peut diminuer un petit peu le stress induit par rapport à l'excentrique, qui peut être très traumatisant parfois. Et parfois, c'est vrai que c'est des stratégies que certains coachs utilisent à l'approche des compétitions. Ça permet donc de diminuer par exemple les dommages musculaires ou le stress induit par l'excentrique, et du coup de quand même garder une certaine intensité, puisque sur la concentrique, l'assistance n'est plus là. Du coup ça permet de se rapprocher quand même du mouvement de compétition en gardant une intensité assez importante. Et donc lui, il préconisait donc aussi d'utiliser ces variations-là, donc d'assistance parfois dans le bloc, donc par exemple la moitié d'un bloc ou même une semaine ou 2 semaines, mais pas forcément de les utiliser fréquemment. Donc lui, vraiment dans sa vision, le plus important, donc ils essaient de concentrer leur approche sur les variations de position. Et donc voilà, donc la majorité de leur comment dire, variation, c'était autour de ça. Donc là, j'ai entre guillemets, je pense avoir fait le tour des 2 points de vue que je trouvais intéressants. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être voir si vous, les gars, vous utilisez des variations. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la spécificité, aussi même au débat par rapport à est-ce qu'on se focalise uniquement sur les mouvements de compétition, ou est-ce qu'on peut s'autoriser des mouvements d'assistance, même de variation? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous en utilisez, vous? Ouais, dans tout ce qui est, moi, personnellement, on va dire intensification, tout ça, comme tu as dit, tu parlais du tempo. Moi, c'est peut-être le truc que j'utilise, on va dire, le plus en termes d'intensification. Je sais qu'aussi, je travaille avec élastique aussi, pour, comme tu as dit, ne pas trop se cramer, mais toujours être au plus proche de l'intensité sur les mouvements de compète. Et donc, ouais, ça, c'est peut-être les deux méthodes que j'utilise, moi, personnellement. Moi, en haltéro, j'utilise évidemment ce genre de méthode parce que le mouvement de compétition étant très complexe techniquement et très éprouvant musculairement et nerveusement, je dirais. C'est intéressant de bosser sur des semi-techniques, du coup se concentrer sur la portion du mouvement qui pose le plus de problèmes. Et même si sur le muscle-up c'est un peu plus compliqué à mettre en place, j'invite les gens à le faire pour ce mouvement-là en particulier, parce qu'il y a évidemment des défauts qui s'expriment, que ce soit sur l'initiation du tirage, le balancier, si jamais il y en a, La transition. le passage des coudes, parfois la dips sur la barre, le gainage. En fait, il y a plein de composantes qui entrent en jeu sur le muscle-up, et en haltéro encore plus. Donc évidemment, j'utilise ces trucs-là. Mais moi, j'avais une question pour toi, Trésor. C'est par rapport à l'élastique. Pour toi, c'est quoi la différence entre un élastique utilisé en résistance avec, mettons, une charge X, et un élastique utilisé en assistance avec une charge X-5, enfin X- l'élastique? Ça va être principalement sur la surcharge excentrique. Ça ne va pas apporter les mêmes adaptations et les mêmes conséquences sur la capacité de travail de l'athlète. Simplement qu'en résistance, il va y avoir une surcharge excentrique beaucoup plus importante. Donc par exemple, pour un débutant, ça peut apporter potentiellement plus de dommages musculaires et impacter beaucoup plus sa capacité de travail. Sur l'assistance, ça va justement alléger l'excentrique, donc peut-être potentiellement faciliter un petit peu cette conscientisation, de cette proprioception. Sur ça, on est d'accord. Mais mettons, tu fais un... Bon, le meilleur exemple, c'est quoi? C'est une traction, peut-être? Si on prend une traction, ouais, c'est plus facile à imager. Du coup, une traction avec élastique en résistance, ce serait attacher un élastique à la ceinture et un poids au sol, et se dire que la portion haute de la traction sera compliquée parce que l'élastique exercera une tension supplémentaire. C'est ça. bien sûr. Mettons que maintenant on utilise l'élastique pour se délester.
Du coup, ça va être plus facile. Potentiellement, on va pouvoir se lester avec des poids. Du coup, on sera aidé sur la portion basse du mouvement, mais pas sur la portion haute du mouvement. Du coup, finalement, le ratio sera le même. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Mais C'est-à-dire sur que la- ce qui posera toujours problème, que ce soit en résistance ou en assistance, c'est la portion haute du mouvement. C'est-à-dire qu'en résistance, la portion haute du mouvement, on cherchera Elle à la sera rendre plus taffée. dure, Ouais. alors qu'en Ah, assistance, ouais. on cherchera à rendre la portion basse plus facile. Donc on laissera toujours Ouais, la c'est ça. portion haute. Du coup, le rapport est le même finalement. Bah, C'est quoi la différence? C'est quoi l'intérêt de travailler une Bah, variante plutôt qu'une autre? dans le cadre des tractions, non, justement. Le but, ça va être de faciliter la portion haute, puisque c'est la portion haute qui va être problématique pour la majorité des adhérents. Donc tout dépend Du coup, le mieux, c'est contexte du d'utiliser mouvement. un élastique en assistance qu'en résistance sur les tractions. Tout dépend de la problématique. Vraiment, c'est la réponse bête et méchante, mais c'est en fonction Parce Parce que que je vois ce que tu veux dire, Max. Pour moi, c'est la même chose. Ouais, mais je pense pas. Je pense que Non. comme en assistance, la partie haute, elle sera quand même un peu plus légère que en Mais je vois ce que tu veux en dire par résistance. rapport à la- En assistance, la partie haute, elle sera évidemment plus légère, mais tu seras capable de mettre plus lourd qu'en résistance. Du coup, finalement, Ouais. le rapport est le même. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire par rapport à. Puisque C'est juste qu'en assistance, tu pourras mettre plus de poids. Ouais, mais c'est surtout par rapport à l'assistant de l'élastique, puisque l'élastique se tend de moins en moins par rapport à la portion haute. Du coup, la portion haute serait potentiellement plus difficile. Mais on va dire que en soi, ça te permet, on va dire, d'augmenter un petit peu ta production de force sur la portion basse et de potentialiser ta portion haute. Alors que dans la résistance, non. Justement, Ouais. ça t'apporte une résistance pour la portion haute, alors que le but de l'assistance, c'est pas ça. C'est justement de potentialiser la portion basse pour la portion haute. Alors que dans la résistance, tu vas pas potentialiser, enfin tu vas pas potentialiser ta portion basse pour la portion haute, justement. Tu apportes une résistance dans la portion basse qui va potentiellement t'apporter aussi une résistance dans la portion haute. Donc le travail n'est pas le même. C'est intéressant. Et ouais. même sur le squat ou même sur dans tous les cas, il faut expérimenter, mais la différence se voit automatiquement. C'est parce que tu considères que l'énergie élastique emmagasinée quand Voilà. il est utilisé en assistance a un impact Bien sûr. sur la portion haute, du coup, sur la portion C'est ça. concentrique du Ouais, mouvement, ouais. Bien sûr. qu'il n'y a pas quand on utilise en résistance. Ouais. Donc toi, tu conseilles d'utiliser les élastiques plus en assistance. Ça dépend du truc. Ça en dépend, vrai. en vrai, ouais, ça dépend de la problématique. Pour un débutant qui veut vraiment se focaliser donc, sur les repères proprioceptifs et qui veut essayer vraiment de commencer à apprendre le mouvement, ça peut être intéressant en assistance s'il n'arrive pas à faire une traction. Pour un expérimenté, tout dépend. Tu vois, tout dépend. Franchement, tout dépend de la problématique. Si je te dis que ma portion haute aux tractions, elle est faible, et que je veux la renforcer, Bah, ça paraîtrait plus logique d'apporter une contrainte sur cette portion haute. du coup, résistance. Du coup, en résistance, ouais. Ok, ouais, on est d'accord. C'est ce que j'utilisais aussi. J'ai senti une très grosse diff. Pendant un bloc, je travaillais sur ça et j'avais un verrouillage du menton au-dessus de la barre qui avait rien à voir. Ça s'est vu, hein, ça se voit maintenant. hein. Mais à mettre en place, c'est pas trop compliqué en plus. Il suffit Non. juste d'avoir un élastique accroché à un poids au sol, un poids plus lourd du coup que la résistance de l'élastique permet, et accrocher cet élastique à la ceinture et ça va vous forcer en fait à tirer très très fort dès le début, parce que le début sera facile. Et du coup, essayer de garder de la vitesse, maintenir la vitesse, l'énergie qu'on va mettre. Et puis parfois, ça peut être intéressant aussi pour la trajectoire, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je sais que c'est ma problématique, c'est que j'ai tendance à vraiment tirer très loin de la barre, et du coup, c'est compliqué parfois soit de valider la répétition, ou soit vraiment de me rapprocher de la barre. Et l'élastique, du coup, il va vraiment vous rapprocher de la barre, donc vous allez essayer de modifier cette trajectoire et potentiellement augmenter votre efficience sur le mouvement. Et j'avais une question par rapport à cet exo-là, cette intensification. L'élastique, vous le tendez d'un certain angle ou genre vous le mettez plus devant vous, vraiment à vertical Le but, à c'est juste vous qu'il soit attendu. Mais en fait, Ouais. c'est un peu le défaut que j'exprimais à Bollier là, sur ces méthodes d'intensification. L'élastique, c'est une résistance variable. C'est ça. L'inconvénient de la résistance variable de l'élastique, c'est que le point d'exercice de la force n'est pas toujours parallèle à celui de la gravité. Du coup, ça peut dénaturer les repères proprioceptifs et du coup, finalement, la trajectoire du mouvement. Ouais. Donc moi, ce que je mettais en avant, c'était l'utilisation de chaînes. Ouais. Parce que les chaînes, une fois qu'elles sont totalement décollées du sol, il n'y a plus que la gravité Ouais. qui entre en compte. Et du coup, on est sûr que là, ça ne va pas dénaturer le mouvement. L'inconvénient des chaînes, par contre, C'est la c'est que mise en place. c'est cher, c'est
compliqué à mettre en place, c'est lourd, c'est encombrant, du coup tout le monde n'en a pas sur soi. L'idéal ce serait de s'entraîner dans une salle qui en propose, C'est ça. mais moi je préconise plus l'utilisation de chaînes du coup qui vont être posées au sol au début du mouvement et qui du coup vont pas être Avoir d'impact. vont pas entrer en compte finalement dans Ouais, le poids ouais. de la charge qu'on va soulever et qui finalement vont se décoller au fur et à mesure. Du coup la charge va augmenter changement. au fur et à mesure qu'on va D'accord. faire la concentrique du mouvement. D'accord, ok. Ok. C'est quoi ta question, Victor? C'était l'angle de l'élastique, en Ouais, fait. ok, du coup ça y répond un peu. Ouais, Enfin, voilà. le but c'est du coup d'avoir l'élastique le Attends. plus perpendiculaire au sol Ok, par rapport au plan du sol. ça marche. Excellent. Pas d'autres questions sur les méthodes d'intensification, enfin les méthodes, les variantes à employer pour Donc, les mouvements de compétition. donc les mecs que t'as dit, c'était Florent Blanc et... Florent Blanc et André Nikaya, Ok. Et eux, c'est Très des bon coach. préparateurs physiques, coach. coach, mais vraiment spécifique à force athlétique. Donc Ok. ils font ça à temps plein. Intéressant. Donc ils sont très intéressants. Et toi, t'écoutes des coachs de force athlétique alors que tu fais du streetlifting? Non, Parce c'est une que vanne, ils- c'est une vanne. Bah, Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est pas la même. Enfin, c'est pas les mêmes mouvements, mais c'est la même Mais c'est mécanique. lié, ouais. Vraiment, c'est la même mécanique. Puis c'est les les mêmes mêmes filières principes. énergétiques. C'est c'est le ça. principe. Donc, c'est pour ça, si vous faites du street, formez-vous ailleurs et inversement. C'est ça, bien sûr. Il y a un jour où les coachs de streetlifting vont dépasser, entre guillemets, les réflexions de certains coachs en force athlétique. Et du coup, il faudra prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre dans les deux disciplines. Et moi, je voulais juste vous poser une question par rapport à ce que j'avais évoqué au début, par rapport à l'hyperspécificité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. de taffer les mouvements de C'est-à-dire compète. uniquement les mouvements de compétition, parce qu'il y a quand même pas mal d'athlètes, notamment The Panache, qui est le plus connu, qui prône beaucoup ça. Du coup, je voulais savoir un petit peu votre avis, parce que c'est vrai que c'est quand même un débat. The Panache, lui, par exemple, il fait que du SBD tout le temps. Bah, je sais pas s'il fait que ça, mais en tout cas, Si. c'est ce qu'il prône. Il Ah ouais dit vraiment, ouais. Il fait que ça, il a pas d'exercice d'assistance à la poulie. S'il a des exercices Et d'assistance, ça a c'est. est-ce que ça a payé ou pas? Bien sûr. L'année dernière, il était champion de France, champion du monde et champion d'Europe. Ok. Donc, oui, ça a payé. Ok, c'est pour savoir. Mais voilà, c'est pour savoir un petit peu vos avis. Moi, je pense que personnellement, ça a contextualisé, comme tout. Mais Donc là, ça veut dire que par exemple, ça veut dire je vais prendre en gros, mais ça veut dire là, je vais à l'entraînement et je fais muscle up, traction. Non, c'est pas en mode tu fais tout dans la même séance, mais c'est toute ta programmation tourne autour que de tes mouvements de compétition. C'est-à-dire que tu fais uniquement ça, Et pas de renfort à côté. Non. aucune renfo. Genre, c'est Ah, vraiment. en vrai, je pense que ça peut être. Moi, je pense que ça peut être bien parce que sur le plan technique, tu vas prendre à fond, tu vois. Parce que tu vas faire que tes mouvements de compète. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la renfo, tu vois. Même malgré que tu vas en faire sans le faire exprès durant tes mouvements de compète, tu vois. Mais non, je pense qu'il ne faut pas négliger la renfo. Et puis, vu que c'est des mouvements, on va dire, assez complexes, je sais pas, peut-être que tu vas être plus fatigué ou quoi si tu fais tout le temps. Je sais pas, j'ai jamais taffé comme ça, moi, personnellement. Le but de l'entraînement, le but d'un coach, c'est de réussir à optimiser la fatigue induite par rapport au gain perçu. Du coup, se dire que accumuler de la fatigue sur des mouvements de renfo et avoir que 60-70% de gains sur le mouvement de compétition, c'est peut-être pas opti. Et du coup, Ouais, à aussi. haut niveau, The Panache, il a peut-être plus intérêt à matraquer le bench que faire des extensions de triceps si jamais il veut progresser sur ce groupe musculaire-là. Ouais. Donc c'est effectivement à contextualiser. Moi, je pense que c'est très intéressant à faire quand on se rapproche d'une compétition, mais du coup, on parle d'affûtage. C'est ça. C'est qu'en période off, on va faire du renfort, des exercices très généraux, etc. Et comme ça, quand on se prépare à une compétition, on va essayer de se rapprocher de plus en plus de la spécificité de notre épreuve. Moi, j'ai jamais fait ça. Le seul bloc, il y a 3 mois où en fait, je me suis rapproché énormément de ça. Et je faisais presque que du bench et du deadlift. J'ai eu énormément de gains, à tel point que quand j'ai testé mes max 6 mois après, j'ai quand même PR, alors que j'avais rien fait pendant 6 mois. Donc ça a beaucoup payé. Mais je le conseille que pour des gens qui sont très avancés. Ouais. C'est-à-dire que développer une capacité de travail en travaillant sur des exercices très généraux, même comprendre un petit peu les schémas moteurs de certains exercices, etc., ça peut aider. Si on commence la force athlétique, se contenter seulement d'un squat, d'un bench, d'un deadlift, ça peut peut-être nous priver en fait de certaines découvertes, de certaines compréhensions de mouvement.
Donc je pense qu'il faut expérimenter le renfort, Ouais. des programmes généraux, et après essayer d'être très spécifique pendant quelques blocs juste avant la compète. Mais sinon, Et puis en termes d'adhérence, je pense que c'est quand même compliqué de Ouais, se consacrer c'est ça. uniquement au mouvement de compétition. c'est Ouais. aussi dans ce Ouais. sens-là que c'est intéressant que Enfin. pour les athlètes Ouais. plutôt avancés. Ouais. C'est que si tu n'es pas sûr d'aimer la force athlétique, alors Ouais. bouffer que du SBD toute la semaine, Tu vas être écœuré. ça peut être vraiment super monotone pour le Ouais. coup, comme tu disais. Donc Ouais. c'est important à prendre en compte. Toujours travailler sur le principe d'adhérence. Le plus important, c'est d'aller à la salle et de réussir à s'entraîner en prenant ça. du plaisir. Voilà. Trésor, merci beaucoup pour cette chronique très intéressante, très riche en informations. On Merci espère que beaucoup. vous en avez retiré un maximum de connaissances et de trucs à mettre en place dans vos entraînements ou même à partager à votre entourage, aux gens avec qui vous travaillez, vous entraînez. Je vais essayer de présenter ça correctement, mais j'ai fait un petit versus qui devrait pas trop changer de d'habitude. Tu parles du vainqueur là ou... Non. Le vainqueur, c'est toujours Trésor, il me semble. C'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, la semaine dernière, c'était moi. Je sais plus. J'ai de la chance. Si, J'ai c'était de la toi. chance. Ouais. toi. Mais du coup, j'ai encore préparé un versus qui, pareil, touche. Enfin, c'est toujours le même thème, hein, à peu près. C'est à peu près les mêmes questions, des questions sur la diète, l'entraînement, des questions historiques, tout ce qui touche un petit peu à nos disciplines de force et à la préparation physique en général. Du coup, j'espère que vous allez kiffer et que vous allez savoir répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes chaud pour la première question, les gars? Direct, hein. Chaud. Donc je vous balance la question et je vous laisse une minute pour y réfléchir, pour me donner une réponse, pour essayer d'organiser ça un peu correctement, parce que je vous connais, vous pouvez réfléchir pendant des plombs 10 ans. pour au final me donner une réponse pétée. Donc on va essayer d'être efficace. Première question, culture G. Vous connaissez, c'est toujours comme ça qu'on entre en matière. L'ATP. Vous savez ce que c'est l'ATP? Bien sûr. L'adénosine triphosphate, la monnaie énergétique de notre corps. Quand est-ce que ça a été découvert, ça? Quand alors est-ce là- en quelle année on a découvert l'ATP? Alors là, Là, je. Au blanc. Ouais, c'est une question difficile pour entrer en matière, mais c'est juste pour s'amuser ouais, à très situer un intéressant, petit peu. ouais, C'est bien. juste pour s'amuser à situer un petit peu. Tu Parce veux que la dire, découverte scientifique, en fait, si on regarde un petit peu toutes ces choses-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes très, très, très récemment. Donc, tu Donc, veux donner un petit indice là. Non, vous vous laissez pas avoir. 1890. Non, J'aime c'est plus vieux que ça, c'est plus vieux que ça. T'as Du dit coup, quoi dites-moi. 1890. j'avais dit. C'est plus Ah, vieux. 1890? C'est intéressant. J'ai envie. Ah ouais. J'ai bien. Je sais pas, je sens le son. C'est marrant parce Moi- qu'à chaque fois il dit je chante des trucs et tout, et finalement il est lourd. Ok, du coup 890 pour Trésor. Et Victor, qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, moi je dirais 1920. Ok, on a Victor qui écrase totalement Trésor. On est en 1929. Karl Lohmann, c'est en 1929 qu'on a découvert l'ATP. Donc, est-ce que vous trouvez que c'était il y a longtemps ou Ah, sinon c'est c'est assez récent? C'est récent. hein. Mais c'est C'est pas ça. après la guerre, tout ça, qu'ils ont découvert ça ou non, rien à récent. voir? Bah, disons que 1929 c'est entre deux guerres, donc Ouais, je sais, mais justement, tu vois. Tu vois, les progrès de la médecine durant la guerre, en vrai, ça joue un gros impact. Hein. Ah ouais, non, je vous avoue que je me suis pas renseigné jusque-là, savoir dans quel cadre il avait découvert ça. Mais en tout cas, c'est il y a moins de 100 ans qu'on a découvert, C'est récent. qu'on a découvert C'est l'ATP. très récent. Qui est une découverte majeure finalement, Majeure, parce que ouais. ça base pas, enfin la plupart de nos réflexions en physiologie, en sciences du sport, etc. Donc C'est pas sûr. 1929, ça veut dire on a potentiellement encore beaucoup de choses à découvrir si c'est aussi récent que ça. Ok, donc un Ok. point pour Victor. Ça commence fort. De boss. Maintenant, on va passer à la question classement. Question classement, ça va Ah être oui. encore sur des dates. Hein. Excusez-moi, j'ai pas réussi à varier autant. Je vais vous citer 5 marques. Et vous allez me dire, vous allez me classer ces marques en fonction de l'année à laquelle elles ont été créées. Ok. Vous allez me dire un petit peu c'est quoi la marque la plus ancienne d'après vous? Nutri-muscle et tout, je le sens. Exactement. T'es sûr? Aïe, Je aïe, le aïe. connais, je le sais. Aïe, aïe, aïe. Gornation. Gornation, première marque. Équipementier de streetlifting. Nutrimuscle. Marque de compléments alimentaires. Ça Reconnue. Sa préférée. Ensuite, Eleco, équipementier de force athlétique et d'haltérophilie, même de musculation, marque suédoise. SBD et Nike. Putain, mais en fait, c'est toutes tes marques préférées. Non. Si, Non. je te connais. C'est tout ce que SBD, c'est pour vous, les gars. Moi, je suis un haltérophile. Moi, c'est Eleco et Nutrimuscle.
Alors, Du coup, les gars, c'est quoi Du Gornation, Nutrimuscle et Eleco, SBD, Nike. Déjà, laquelle est la plus ancienne pour vous? Nike. Ouais, bof. Ouais. Nike. Moi, je Nike. pense que c'est Nike. Ok, ensuite. Ouais, non, si, ouais, Nike. Ensuite, la marque suédoise, là, je dirais. Ok, Eleco. Et l'Eco. Donc ça, c'est une marque de force athlétique, tout simplement, qui fait de l'équipement de force athlétique, c'est ça? C'est eux qui fournissent le matériel de compétition. Ok, d'accord, d'accord. Pour la force athlétique, le bench paralympique, le bench handi bench, je dirais. Le handi bench? Ouais. Putain, c'est Et l'haltérophilie. Ok. Ouais, moi, je mets ça en En deuxième. deuxième. Toi, Trésor? Ouais, franchement, je mettrais ça aussi. Ok. Nike Et du coup, il nous reste Nutrimuscle, SBD et Gornation. moi, je Après, mettrais SBD. SBD avant Nutrimuscle? Ouais. Ouais, pareil. SBD, ensuite Nutrimuscle et Gornation. Ouais, pareil. Gornation, c'est le plus récent pour moi aussi. Ok, donc vous avez d'accord sur un seul truc. Enfin, vous avez raison. Et vous êtes d'accord sur Gornation, c'est en 2015 que ça a été créé, donc c'est le truc le plus récent. Je vais accorder 2 points à personne, du coup, parce que vous avez tous les deux faux et vous avez à peu près. Enfin, vous avez donné les mêmes réponses Ouais. finalement. La plus vieille, c'est Eleco. C'est en 1957 que ça a été créé et Nike, c'est en 1964. Oh. Donc Eleco, c'est vraiment des anciens, c'est vraiment une grosse entreprise. Moi, si jamais je peux travailler avec leur matériel, je suis aux anges. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de barres et de poids de matériel de musculation. Donc Nike 64. Et après Nutrimuscle, c'est plus vieux qu'SBD. Mais alors, vous mettez le doute. Moi, en fait, le problème, c'est que SBD, les dates que j'ai trouvées, c'est que ça a été créé en 2013, donc 2 ans avant Gornation. Bah, moi, ça me paraît logique. Hein. Enfin, ça me paraît. Non, ça me Sauf que paraît bizarre. Nutrimuscle, ça a été créé en 93. Ah, Donc Nutrimuscle, c'est bien plus vieux. Nutrimuscle, en fait, ça découle ça du date comme ça bodybuilding. Alors que SBD, finalement, la force athlétique, c'est super récent. c'est même. récent. Hein. À vérifier. À vérifier. Bon, en tout cas, vous avez faux sur Eleco et Nike. Ouais. Donc je donne le point à personne. C'est toujours Victor qui est en tête. Oula. La troisième question, c'est ce qu'on appelle un au plus proche. En fait, j'aimerais que vous me disiez le prix d'un set de powerlifting Eleco, du coup la fameuse marque IPF. Donc combien ça me coûte d'avoir 184 kg de poids, barre, stop disc et poids inclus, si je veux m'équiper chez Eleco et avoir un matériel aux normes de compétition IPF, donc la Fédération internationale de powerlifting. Je dirais c'est peut-être haut, mais je me tâte entre 20 et 50 000. Ok, donc c'est seulement la barre, les poids, du coup une plaque de chaque. On a les 0,25, les 0,5, les 1,25, les 2,5 et après 5, 10, 15, 20, 25. Du coup, combien Donc, ça me coûte c'est d'avoir quoi, ça? c'est barre, poids? Et stop disc. Ok, bah. Et tout ça de compétition. Et pas de rack, du coup. Non, le rack, je Ok, compte pas. Ah ouais, ok. Ah. moi, je Ouais, c'est pour ça. dirais Du coup, ouais, non, moins cher. Ouais, 10K. Allez, non, tu sais quoi, entre 5 et 10K, moi, je vais jouer, je vais dire 13K. Ok, du coup, 10K, Moi, je vais dire. 10 000 pour Trésor. Attends, il a pas dit. Ouais, 10 000. 10 000 et moi 13. Ok, donc 184 kilos et l'écho. IPF, ça coûte 3162 €. Ah, c'est. Wesh, pourquoi on a vu loin comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Parce que 3162 € pour 184 kilos, c'est quand même pas mal déjà. Ouais. Donc ouais, non, vous avez été ambitieux, mais c'est bien, ça veut dire si vous voulez acheter ça, vous allez vous dire que c'est pas cher, quoi. Ouais, Donc tant mieux, si jamais vous quand même voulez ouvrir une petite salle et avoir des poids calibrés pour le street lifting, ça vous coûtera moins cher que ce que vous pensez. C'est sûr. Donc 3162 €, le point pour Trésor, Effectivement. parce que c'est lui le plus proche finalement. C'est ça. Donc un partout. Il nous reste 2 questions, va falloir se départager. Là, c'est une question toute con. C'est vraiment le principe de cette question, c'est que c'est une question con. Ok. C'est quoi la meilleure méthode de récupération à faire dans les 24 heures qui suivent une séance? Et Ouais, je vous laisse réfléchir. je te dis sommeil direct. Ouais, j'allais dire pareil, dormir. Vous êtes d'accord sur ça? Bah, pour moi, c'est le pilier le plus Ouais, important. à chaque fois qu'on parle de ça, Enfin, c'est le nutrition, sommeil qui sommeil, prône. c'est les piliers les plus importants. Bah les gars, je suis content parce que je pensais que vous alliez chercher des trucs beaucoup plus compliqués que ça. C'est effectivement le sommeil et ça veut dire que vous êtes sensible à ça.
Non. Je sais pas. Non, mais vous êtes sensible à la question du sommeil. Ouais, Je ouais, suis ouais. pas sûr que vous soyez les plus exemplaires sur ça, mais en tout cas, vous avez bien compris que c'était la chose la plus importante à faire Le sommeil. si vous voulez optimiser la récupération. Peu importe la discipline. Peu importe la discipline. Et du coup, il y a alors, par rapport au sommeil, là, justement, petite question. C'est combien d'heures minimum? 8 heures. 8 heures. Ok. Ça, c'est... Parce qu'en fait, en moyenne, on est à 7 heures chez les adultes. Du coup, les gens se disent ah, putain, je dors plus que la moyenne et tout, donc je suis bien. Mais non, c'est juste que le mode de vie des gens est assez dégueulasse. Si tu dors moins de 8 heures, tu t'exposes à des risques cardiovasculaires et de maladies neurodégénératives qui est pas négligeable, quoi. Donc, Ok, 8 heures, l'idéal, c'est tous les jours la même heure, même si souvent le travail ou la vie sociale fait que ça varie. Mais si tu dors et te lèves, enfin si tu te couches et te lèves toujours à la même heure, t'as une hygiène de sommeil nickel. Irréprochable, ok. Impeccable. Ok les gars, donc on va vous départager sur la dernière question, c'est parfait. Dernière question à 1 point. La dernière question que vous connaissez, c'est toujours les enchères. Les Allez. enchères, vous connaissez le principe, hein, donc le but c'est je vais vous balancer un thème et on va décider sur qui est capable de citer le plus de choses en rapport avec ce thème. Donc le thème du jour c'est les marques de compléments alimentaires. Ouf. Dites-moi combien vous en connaissez. On va laisser Victor ouvrir les enchères. Allez, j'envoie. Allez, 4. 4 c'est timide. Est-ce que Trésor est capable d'en citer plus? Attends. Pouah. Il réfléchit trop. Ouais, parce que Trésor à chaque fois il se chauffe, mais faut bien savoir que c'est en 1 minute qu'il faut trouver tout ça. Ouais, c'est ça. Je vous donne 1 minute pour citer le maximum de marques de compléments alimentaires. Combien de marques vous êtes capable de me citer? Trésor? Bah, allez, je dirais 5. 5. Ouais, En vrai, tu peux chercher plus. bah, allez, 6. Bah, je laisse, parce que là, j'en ai pas. Tu laisses? Mais Bah, en vrai, c'est chaud. Ouais. Non. Ouais, mais parce que toi, t'es dans la nutrition, tout ça, tu vois. Mais moi, Ah, pas autant que Trésor, c'est lui diététicien. après, ouais, vas-y, on va tester, vas-y. Du coup, on laisse la main à Victor. Ah, quoique, putain. Là, il y en a qui me viennent vite fait, du coup, ça me fait. Vas-y. Ça me vénère. Ouais, c'est pour ça, je dis marque de compléments alimentaires, mais c'est tout confondu, hein. Si ça peut vous aider, dites-vous qu'on parle pas seulement des marques de musculation ou qui sponsorisent des bodybuilders. On parle aussi des marques qui touchent à d'autres sports, le foot, la boxe, ou même juste des marques qui sont vendues en grande surface ou en parapharmacie. Il y a forcément des choses que vous connaissez, que vos proches prennent. Vous dites juste, bah, c'est de la médicamentation un peu bancale, mais en soi, finalement, c'est juste des compléments alimentaires. Donc, creusez un maximum la question. Vous pouvez m'en citer plus. Bah, Mais là, attends, tu veux les marques. Oui, les Ok, marques. Les marques, ok. 7, tu dis, toi? Ouais, je dirais 7. 7. Punaise. J'en ai 7, ouais. Moi, J'en ai franchement, 7. J'en ai 7, frérot, c'est bon. Je les ai. Putain, le gamin, mais je me fais toujours avoir. Moi, franchement, j'ai pas. Hein. J'en avais 5, mais là, au-dessus, attends. Ouais, je pense que tu peux pousser. Bah, j'essaye de pousser, gros, mais. C'est-à-dire, tu lui donnes la victoire, là. Attends, non, il ça les veut a rien pas dire. encore dit. Il les a Ouais, pas encore dit, j'ai rien doucement. dit. Putain, souvent, je me Ah, tu fais- crois qu'il bluffe? Je pense en avoir 7. Tu crois qu'il bluffe? Après, Franchement, ce Trésor, c'est pas un bluffeur. Non, c'est pas un bluffeur. En plus, il a l'air bien confiant de ouf, là. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, on vas-y, donne la main à je lui Trésor. laisse, Je lui laisse. Du coup, je lance le chrono. Ok. Je lance le chrono quand tu veux. Tu commences, tu m'en cites 7 du coup. 7. Je vais compter. C'est parti. Ok, Natura Force, MyProtein, Greenway, Other Nutrition, Nutrimuscle, Prozis Ah ouais. et... Attends, j'ai dit quoi déjà? Je me souviens plus. Yes. Il y a mon cas. Yes. Non, il a 45 secondes pour en trouver un autre. Ça ira, je pense. Ça va vite, hein. Ah ouais, il est en panique. Ah ouais. Football supplément, voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. On lui accorde. Ah bien. Mais c'est quoi donc t'as dit Greenway? C'est quoi ça, Greenway? C'est une marque, je sais pas si elle est française, mais il y a plein de coachs que je suis qui collaborent avec eux, bah, notamment Geek and Fit, pour ceux qui veulent Moi, savoir. j'allais dire EA Fit, moi. Je connais pas. La seule que j'ai utilisée, marque française. Other, bah, c'est un mec que je connais, Maxence Damaré, un boxeur. Et Après, après le reste, Tout ce qui est MyPro, t'as dit, Ouais, Nutrimus, MyPro. t'as dit. Natura Force.
Natura Force, je connaissais pas. Prozis, t'as bien fait, Prozis. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Y en a pas. Toi, t'en avais d'autres, Il Max? y a du choix. Hein. Je réfléchis, mais non, j'ai rien de plus en tête. Il a parlé des trucs de boxe et. Et de foot. Ouais. C'est en fait, faut jouer sur les autres disciplines. Hein. Souvent, pour créer des marques de compléments, ils essaient juste de faire du marketing sur un sport en particulier. C'est ça. Mais fondamentalement, c'est le même complément pour tout le monde. Ouais, ça dérive, ouais. Donc, puis souvent, c'est les mêmes sponsors. Donc, non, je réfléchis, mais j'ai rien d'autre. Pourtant, des marques de créatine, j'en ai cherché plein. Enfin, des marques de bonne créatine. Tout. Ouais. En tout Non, mais il s'en est bien sorti, hein. Ouais, bravo à lui encore une fois. Je me fais souvent voir sur la dernière épreuve. Ouais. Dommage. C'est Bien fait, juste de la culture G un peu vulgaire. Hein. C'est un peu vulgaire, un peu grossière. C'est juste pour voir un peu ce qu'on connaît, ce que vous aussi vous pouvez apporter. Parce que si jamais on oublie certaines marques très connues, n'hésitez pas à nous le dire. C'est quand même intéressant de connaître beaucoup de marques différentes pour savoir avec laquelle travailler finalement. C'est ça. Hein. Laquelle prendre pour soi, laquelle est la plus intéressante. Donc renseignez-vous un maximum. Les gars, c'est la fin de l'émission. Ouais. J'espère que vous avez kiffé cette petite reprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petit épisode Ouais, comme ça ça. fait plaisir, Ça franchement. va kiffer, ouais. Merci d'avoir participé au jeu. Merci à toi surtout. On espère que ça vous fait kiffer aussi de votre côté. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux. On cherchera toujours à améliorer la qualité de ce qu'on vous propose. Ce podcast, cette émission, en fait, c'est aussi la vôtre. Hein. Suggérez-nous n'importe quoi, des sujets, des invités, des concepts. Ça nous fera énormément plaisir de vous faire participer à l'évolution du podcast. D'ici là, force à vous, hein, à la salle, dans tout ce que vous au taf, entreprenez. au taf ou en cours. N'oubliez pas, votre progression, ça n'a pas de limite. Alors croyez en vous. Exactement. C'était Pump by MVT. On vous dit à la prochaine. À la Et prochaine. à la merci. prochaine. Salut les gars.